bonjour à tous et toutes. Ravie d'essayer, en tout cas, de vous expliquer en termes plus concrets les spécificités un peu techniques du business plan qui peuvent effrayer, mais qui en fait est un exercice super concret en réalité et qui permet justement de passer je trouve moi, de l'idée au pilotage un peu. C'est un peu la concrétisation de tout ce que vous pensez et voilà, et ça aide à définir un peu son business model, comment on va fonctionner. Ça aide à structurer toute son organisation. Alors, hop, partage. La présentation, donc voilà, donc l'idée c'est de savoir un peu comment faire maintenant pour présenter son business plan. Donc les objectifs sont de comprendre pourquoi on le fait, puisqu'on le fait effectivement dans le cadre de présentation, on le fait parce qu'on a besoin de subventions, mais en réalité, quand il n'est pas trop mal fait, après on s'en sert aussi pour piloter son activité. On va essayer de comprendre un peu ce qui se cache derrière des termes très, très barbares. Et surtout, la clé de voûte, pour moi, c'est vraiment de se poser les bonnes questions, de définir le plus correctement, le plus précisément possible ces hypothèses, sachant que bien sûr, il y a toute une tas d'aléas qu'on ne peut pas prévoir, mais au moins dans ce qui est plus ou moins toutes choses égales par ailleurs. Hors crise sanitaire, hors plein de choses. Enfin, sauf que maintenant, on est bien obligé d'en tenir compte. Mais voilà, comment on peut essayer d'avoir quelque chose le plus réaliste possible et pouvoir anticiper. L'idée étant de vous lancer à la fin de la présentation. Donc, petite question d'abord. Est-ce que vous avez un peu chacun des petits termes qui vous viennent? Vous pouvez peut-être mettre dans le chat. Quand on vous dit business plan, grosso modo, qu'est-ce que ça pourrait vous évoquer? Pour savoir un peu à quel niveau vous êtes sur ce sujet. Qu'est-ce que vous mettriez dedans? Qu'est-ce que... Des carottes, des choux. Je ne sais pas si tu vois le chat, Hélène. Non. Ok, je te lis alors un petit peu ce qu'il y a. Non, je vois rien du tout. Ok. Il y a pas mal de choses. Il y a Florian qui dit plan de trésorerie, BFR, point mort, scénario, super. Dépenses, revenus, financement, rentabilité, hypothèse, vision. Je te balance un peu plein de mots, mais il y a plein de mots. Génial. Mais c'est super parce qu'en fait, je ne vais rien vous apprendre du tout. C'est fantastique. Vous savez tout. Plan stratégique sur le long terme. Enfin, voilà, il y a plein de choses. On a un public assez averti. Oui, super. Bon, bah, parfait. Donc, je n'ai même pas besoin de vous convaincre de l'utilité de la chose. Tant mieux. Effectivement, on va se projeter avec un business plan sur au moins 3 ans. Parfois, on demande 5. Ça dépend un petit peu des objectifs, si c'est pour déjà un investissement, une levée de fonds en capital, ou si c'est d'abord voilà, des premières subventions, un premier jet. On peut se limiter à 3 ans facilement. C'est effectivement ensuite vous permettre de piloter, d'anticiper un peu l'activité et puis aussi prendre du recul par rapport à ce qu'on avait imaginé et finalement par rapport à ce qui s'est produit.
parce qu'évidemment, il y a toujours un peu de décalage, mais parfois dans le bon sens. Donc, faut pas, faut pas s'épargner le temps voilà, d'apprécier aussi ses performances. Et le tout, effectivement, comme certains l'ont dit sur le plan stratégique, c'est effectivement la validation de sa stratégie, parce qu'on peut avoir plein d'idées, et puis finalement, elles ne sont pas toutes réalistes à mettre en œuvre au-delà des barrières de mise en œuvre classique pratique. Il y a quand même une barrière financière, il faut que tout ça soit un peu rentable pour au moins s'autofinancer. Et on l'a évoqué, je vais passer rapidement. Donc, on veut structurer sa stratégie pour anticiper ses besoins. Pour lancer des POC, c'est pas mal aussi de faire des premiers tests en virtuel, on va dire, en chiffres, avant de passer à l'essai pratique. Et puis, après, quand on commence à avoir une petite équipe, c'est pas mal aussi de pouvoir fixer des objectifs et pouvoir embarquer tout le monde dans la même vision stratégique. Je crois que c'était aussi cité par notre public averti. Et puis, enfin, effectivement, on le demande beaucoup en externe aussi, donc que ce soit pour des comités stratégiques, pour des accompagnateurs, pour convaincre éventuellement des investisseurs, pour aussi trouver parfois des arguments de prospection commerciale. Ça peut aider aussi. Montrer un petit peu l'ambition que l'on a, ça peut rassurer des fournisseurs, ça peut embarquer des clients aussi à suivre les futurs développements. Et ce qu'on va voir, c'est que ça permet donc de voir si on a vraiment besoin de financement extérieur ou si on peut fonctionner en bootstrap, donc en poussant tout seul, presque. Ça arrive. Voilà. Sur la partie un peu plus théorique, on va dire, pour comprendre un petit peu les termes, effectivement, il y a plusieurs types de tableaux, on va dire. Il y a le compte de résultat. Donc ça, je pense que vous savez, c'est un peu les aspects de rentabilité. Le plan de trésorerie. Le tableau de flux de trésorerie, c'est encore autre chose. Je vais rentrer plus en détail après. Et le bilan prévisionnel, plus difficile à faire, mais on peut, c'est quand même aussi important de l'avoir, ne serait-ce que pour construire le tableau de flux de trésorerie. Donc, le compte de résultat, je pense que là, vous voyez à peu près tous ce que c'est. C'est effectivement mettre en face ses revenus et puis tout ce que ça nous a coûté. Donc, voilà, tout ce qu'on a gagné. Et en dessous, on commence par les coûts directs et variables pour déterminer sa marge brute. Et ensuite, petit à petit, on va rajouter des coûts un peu plus fixes qui peuvent être des coûts marketing, des loyers, tout un tas de choses, les salaires. Voilà pour les principaux, l'assurance, les honoraires. Et puis après, il y a des parties un petit peu plus hors exploitation, on va dire, qui sont plus les charges et les produits financiers. Et puis tout ce qui est vraiment ce qu'on appelle exceptionnel, donc ça c'est en dehors de son activité récurrente. Ça peut être, sans voir le négatif tout de suite, mais par exemple une amende, ou vous ne faites pas du tout ça, puis je ne sais pas pourquoi, d'un coup, vous vendez un ordinateur, ça va être dans les produits exceptionnels aussi. Donc, je pense que pour la rentabilité, c'est à peu près clair pour tout le monde. Enfin, je pense que là, ce sont des concepts assez généraux, on va dire. Et est-ce que vous savez ce qu'est le break-even, ou qu'on appelle le point mort? Mais je pense que certains ont répondu à ça dans les notions, donc probablement oui.
c'est effectivement le seuil, c'est vraiment le seuil de rentabilité. C'est le moment à partir duquel on commence à être rentable. Donc là, on regarde plutôt, ça dépend de son activité, mais on regarde quand même au niveau de l'EBITDA, donc de la partie, on va dire, qui inclut les charges variables et les charges fixes, la partie vraiment exploitation. Et puis, ce qui est encore mieux, c'est le jour où on a vraiment un résultat net complètement positif. Là, ça veut dire qu'on peut absorber ces charges financières si on en a. Le bilan, on se demande toujours un peu à quoi ça sert, finalement. Ça a quand même une utilité, c'est-à-dire que c'est vraiment une photo de ce qui appartient à l'entreprise à un moment déterminé, donc en général à la clôture de l'exercice, évidemment. Donc ça se découpe en deux parties. Vous avez l'actif et le passif. Donc à l'actif, vous avez vraiment ce que l'entreprise possède comme bien, on va dire, enfin, voilà, ce qui peut être valorisable. Et au passif, ça va plus être l'ensemble des dettes de l'entreprise. Et tout ça doit bien sûr être équilibré. Sinon, on a un petit problème. Donc au départ, on a tout ce qui est immobilisation. Donc c'est un peu les investissements, c'est tout l'outil de travail qu'on va garder sur plusieurs exercices. Donc, je ne sais pas comment, je ne sais plus qui va faire sur l'alimentaire pour remplacer les pots de bébé, mais elle va sûrement avoir besoin à un moment donné d'investir dans des équipements qui vont être de l'immobilisation ou tout bêtement pour beaucoup, son ordinateur, en général, on le garde, on essaie en tout cas de le garder plus d'un an. Donc voilà, ça fait aussi partie des choses qu'on peut mettre à l'actif et qui peuvent éviter de plomber le compte de résultat. Parfois, il y a des choses qui sont sur option. On peut faire l'un ou l'autre, mais voilà. Ensuite, il y a ce qui, au contraire, évolue un petit peu plus au cours de l'exercice. Donc, les stocks, par exemple. Je pense que ce soit pour la ferme, pour l'exploitation de spiruline ou autre, il y aura des sujets de constituer des stocks pour pouvoir vendre ensuite. Il y a ces créances clients, puisque, sauf exception, en général, on laisse un peu de temps à nos clients de nous régler. Et puis après, il y a tout ce qui est plus simple, votre solde de compte en banque à partir du moment où il est positif. De l'autre côté, donc, du point de vue du passif, donc c'est vraiment ce que l'entreprise doit. Et en fait, c'est pour ça que le capital est de ce côté-là, parce que finalement, quelque part, c'est ce que l'entreprise doit à ses actionnaires, à ses fondateurs, voilà, aux personnes qui vous ont prêté de l'argent pour mettre dans votre capital. Vous avez aussi, à ce niveau-là, tout ce qui peut être subvention, donc sur plusieurs années. Donc, oui, pardon, d'abord, il y a les capitaux propres avec le résultat de l'année précédente, comment on l'a affecté. Ensuite, les comptes courants d'actionnaires, donc c'est l'argent qu'on prête à l'entreprise, mais on espère être remboursé a priori un peu avant de revendre son entreprise, puisque finalement le capital en général on est remboursé très tard, enfin sauf à faire une réduction de capital dans certaines conditions. A priori, on sait que cet argent est bloqué et le compte courant d'actionnaire, c'est ce qui nous permet d'avancer un peu de trésorerie. Sauf si on vous demande de le bloquer, notamment pour les subventions, ça peut être demandé. Il y a les emprunts, évidemment, les dettes, tout ce que vous empruntez à la banque et tout ce que vous devez à vos fournisseurs qui en général que vous payez, vous remboursez en moins d'un an.
il faut espérer. Voilà, les dettes fournisseurs et les dettes fiscales et sociales, ce que vous devez à l'État. Pardon. Au niveau du plan de trésorerie, en fait, ce qu'on va faire, c'est finalement assez différent de la rentabilité parce que là, justement, on va tenir compte de ces décalages de trésorerie. C'est-à-dire qu'on essaie, avec un plan de trésorerie, on va plutôt fonctionner sur plus court terme, sur 12 à 18 mois, et on essaie de planifier l'ensemble de l'argent qui va entrer et l'argent qui va sortir. Donc là, on va tenir compte de tous ces décalages de paiement dont j'ai parlé tout à l'heure avec les créances clients et les dettes fournisseurs, avec les stocks, avec plein de choses. Donc c'est pour ça que finalement, on n'arrive pas du tout au même résultat qu'avec le compte de résultat, où on parle vraiment purement de la rentabilité. Là, on essaie de voir si on a des décalages qui vont créer des difficultés. C'est souvent le cas justement pour les activités où on doit constituer des stocks. Et généralement, ça ne se rembourse qu'au moment, enfin, on préfinance en fait la constitution des stocks. Et c'est tout ça que l'on essaie d'évaluer dans le besoin en fonds de roulement, le BFR. Donc, c'est l'idée de préfinancer sa croissance. Que ce soit donc soit parce qu'on constitue des stocks, soit parce qu'on a besoin de recruter pour pouvoir accélérer sa croissance, notamment en B2B. Souvent, les contrats s'obtiennent après de longues discussions. Donc, enfin, quand je parle souvent avec les grands comptes, mais voilà, ça peut être le cas. Et du coup, on a quand même besoin de recruter des commerciaux pour pouvoir développer son portefeuille. Et donc, comme je vous l'ai dit, dans la distribution, dans tous les sujets où on a besoin de vendre des marchandises, que l'on a produites ou non, il faut quand même soit les acheter, soit les produire. Donc, tout ça a un délai qu'il faut financer. C'est vraiment un décalage entre le moment où on le fait et le moment où on le vend. Et puis, ne serait-ce que pour se faire connaître, on a toujours besoin de budget pour ces frais marketing et communication. Et donc, c'est tout ça que l'on va retrouver dans le besoin en fonds de roulement. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Parce que ça, c'est une notion qui n'est pas évidente. Est-ce que vous avez des questions peut-être par rapport à votre activité ou en général sur cet aspect-là? Claire a dit que c'était très clair, mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à ouvrir votre micro pour juste poser votre question directement. Oui, moi j'ai une question en fait par rapport à ce qui est dit dessous, là, ce que la plupart des banques refusent de financer. Donc c'est ce qui est au-dessus, c'est la constitution de stock, le recrutement et les frais marketing. C'est ça. Par contre, est-ce qu'elle finance l'outil de production qui est peut-être une plateforme collaborative sur Internet? Ça dépend. En fait, même ça, maintenant, les banques, on va dire jusqu'à 50-75 000 euros, sont quand même un peu plus flexibles, même pour financer du BFR. Enfin, parfois, ils le font même sans trop savoir ce que vous allez en faire, mais bon, ils se doutent bien que vous en avez besoin. Vous avez quand même un plan de trésorerie à leur montrer. Mais je veux dire qu'ils sont moins exigeants. Ils vont quand même débloquer sur facture, mais ils sont quand même un peu moins exigeants. Et sur une plateforme, je pense qu'il y a une partie qu'il ne faut pas hésiter à mettre plutôt en investissement, à faire subventionner en fait. Sur ces sujets-là, il y a tellement de financements gratuits. Ce serait dommage de le faire financer uniquement par prêt bancaire. Je dirais que c'est plus une question d'opportunité par rapport au marché actuel. Vous pensez au financement de BPI? Oui, notamment. Ouais. Après, bon, voilà, il faut rentrer dans les critères. Si on n'est pas dans les critères, évidemment, il faut trouver d'autres solutions. Mais a priori, les banques on va dire, financent plus des choses sur lesquelles elles peuvent prendre des garanties.
Et bon, la plateforme, malheureusement, ça tient beaucoup à l'entrepreneur. Je continue. Oui, il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Ça marche. Donc, le dernier, on va dire, élément que je trouve important dans un business plan, c'est le tableau de flux de trésorerie. Parce que, donc, on a d'abord le compte de résultat, on a le bilan, qui finalement, entre deux bilans, vous verrez que la différence, c'est ce qui s'est passé dans l'année, donc c'est ce qui est dans le compte de résultat. Cette variation entre deux bilans, si on veut bien la reconstituer et bien comprendre, surtout en projection, ce qui va se passer dans les années futures, on va mieux le comprendre avec le tableau de flux de trésorerie, parce qu'on va disséquer un peu ce qui s'est passé en flux liés à l'activité, donc vraiment complètement opérationnel, en flux liés aux investissements, donc justement ce qu'on a dû investir pour sa plateforme, pour ses installations, pour son équipement, et le flux de financement. Donc c'est en fait là qu'on va voir apparaître un peu ce dont on a besoin de façon plus globale, on va dire, voilà, ce dont on a besoin pour pouvoir financer sa croissance. Donc, au niveau de l'activité, on va reprendre un peu les éléments du compte de résultat, mais on va y retirer tous les éléments qui n'ont pas d'effet sur la trésorerie. Donc, typiquement, ce qu'on appelle les dotations aux amortissements, ça c'est vrai que je ne voulais pas trop évoquer, mais vous savez que c'est une écriture purement comptable qui montre un peu la dépréciation de votre équipement entre le moment où vous l'achetez et au fur et à mesure des années, forcément, il devient de plus en plus obsolète. Voilà, ça c'est purement comptable et en fait, dans votre trésorerie, vous ne perdez pas d'argent, il n'y a pas d'argent qui est prélevé sur votre compte en banque. Donc voilà, donc ces éléments-là, par exemple, on n'en tient pas compte dans la rentabilité qu'on va déterminer. En revanche, on va tenir compte d'autre chose, c'est la variation du besoin de fonds de roulement. Parce que pour le coup, c'est un aspect très important du financement de sa croissance, comme on l'a vu tout à l'heure. Il y a des activités où ce n'est plus un besoin, mais ça crée de la trésorerie, par exemple dans la grande distribution, qui a été beaucoup décrié pour ça. Évidemment, ils vendent très vite. Donc, les consommateurs, les clients des supermarchés, des hypermarchés sont payés, paient le supermarché avant que le supermarché paie ses fournisseurs. Donc là, évidemment, ça génère une trésorerie de dingue. Donc, ce n'est plus un problème pour eux, ça finance complètement le reste. Donc, comme je vous l'ai dit, on regarde aussi tous les aspects investissement. Donc, de quoi on va avoir besoin pour avancer. Et c'est du coup dans la partie flux de financement que l'on va essayer d'ajuster un petit peu sa structure de financement parce que, comme vous le savez, je pense que j'en reparle après, il y a des ratios. Il y a un taux d'endettement qu'on doit respecter. Pour récupérer des subventions, il y a aussi un taux, c'est-à-dire qu'en général, ils vous demandent d'avoir autant en fonds propres que ce que vous demandez en subvention. Et voilà, rarement on vous prête plus que ce que vous avez mis en capital aussi. Enfin, ça dépend des activités, là encore. On peut vous prêter un peu plus, hein, mais ça dépend vraiment du business et de ce que vous demandez à financer. Si vous avez de l'immobilier à acheter, les ratios ne vont pas être les mêmes que si vous achetez ou précisez que vous avez besoin de financement pour vos stocks. Voilà. En pratique, maintenant, la partie un peu plus sympa, c'est qu'on va essayer donc d'abord de comprendre comment on va déterminer son chiffre d'affaires.
Ce qui revient un petit peu aussi, si on ne l'a pas déjà fait, de valider son business model. Parce qu'en fait, on va regarder en parallèle, enfin, du coup, en croisé plutôt, quel est le prix un peu psychologique qu'on peut pratiquer, quelle part de marché on peut obtenir quand on sait qu'il y a déjà un marché et qu'avec notre innovation, on va pouvoir en capter une partie. Quelle fréquence de vente on peut envisager par rapport à ce qu'on aura déterminé comme budget de charges et de dépenses par rapport en fait au seuil de rentabilité. Ça permet de voir un petit peu à quel moment on va pouvoir l'atteindre. Et donc, si notre stratégie est réaliste ou non. Et au niveau du chiffre d'affaires, ce qui est important en termes de KPI, là plutôt, en termes de façon de fonctionner, c'est vraiment de bien le disséquer. Donc, de raisonner quand on a plusieurs types de clients, plusieurs canaux de distribution, de bien séparer les différentes offres qu'on propose et de se construire des hypothèses sur chacune. Parce que ça ne va évidemment pas fonctionner de la même façon. On peut tout à fait avoir du B2B d'un côté, du B2C de l'autre, passer par la grande distribution, ce ne sera pas pareil que passer par des magasins indépendants, avoir une offre d'abonnement récurrent et puis faire des missions plus ponctuelles, voilà, ou avoir une offre premium. Et pour tout ce qui est tunnel de vente, ce qui est important, c'est quand même d'essayer de déterminer le temps qu'on passe à obtenir un contrat. C'est un peu difficile au démarrage, mais c'est ça qui permet de voir un petit peu quelle équipe commerciale on peut mettre derrière et quels objectifs on peut leur fixer, puisqu'il faut le rationaliser sur des journées réelles. Et voilà, et en fait, toute cette réflexion permet aussi de définir ces KPI de vente et en fait, essayer de faire son début de contrôle de gestion. Donc, au moins pour la première et la deuxième année, quand on a des projets, on peut affiner un peu par hypothèse en mensuel. Et puis ensuite, pour les années suivantes, évidemment, on ne s'interdit pas de faire un taux de croissance un peu plus simple, un peu un taux de croissance linéaire ou pas d'ailleurs, ou géométrique si on a besoin. Pour les charges, je pense que ça c'est plus simple pour tout le monde de savoir un peu, ou pas d'ailleurs, comment ce qu'on va dépenser, ce dont on a besoin pour fonctionner. Donc, est-ce qu'il faut qu'on achète du hardware? Est-ce que de quelle équipe on a besoin? Est-ce qu'on a besoin de bureaux, de loyers? En termes de marketing et de communication, qu'est-ce qu'on veut? Et puis, tout ce qui est honoraires externes, avocats, experts comptables, assurances, tout ça. Il faut... En fait, c'est vraiment, je trouve, se projeter très concrètement dans le business qu'on a essayé de modéliser. Et pour essayer de s'imaginer un petit peu quelle orientation on veut donner et à quel point c'est réaliste. Le plan de trésorerie mensuel, je vous l'ai dit, c'est vraiment trouver les décalages entre le moment où on a besoin de la chose, enfin, oui, le moment où on va l'utiliser et le moment où on va le payer. Et c'est important de savoir un peu, quand on a des cycles d'activité, combien de jours on a besoin pour financer un cycle complet. Quand on a une saisonnalité ou pas. Et puis, c'est grâce à ce plan de trésorerie qu'on va regarder si on a besoin à un certain moment, ça peut être effectivement à cause d'une saisonnalité, voilà, comment on va pouvoir se financer et
quelle facilité on va devoir demander à la banque. Que le banquier déteste, c'est d'être mis sur le fait de je suis à découvert, aidez-moi. Donc, si vous pouvez au maximum l'anticiper et garder une bonne relation avec lui, même quand tout va bien, lui dire, ah, vous savez, tout va très bien. Ça, il préfère. Il préfère parce que, et puis même pour vous, ça vous coûtera beaucoup moins cher, vous serez plus en capacité de négocier des tarifs préférentiels, alors que si vous êtes déjà dans le rouge, vous serez obligé de faire avec la solution qu'il voudra bien vous proposer. Vous sentir un peu pris à la gorge. Est-ce que je peux poser une question? Bien sûr. Oui. Oui, je pensais au démarrage d'une activité. En fait, il y a beaucoup de dépenses et on n'a pas forcément tout l'argent nécessaire en fait, pour financer toutes ces dépenses. Est-ce qu'il y a des dispositifs qui existent, des banques, des facilités de paiement, comme vous l'expliquiez? Est-ce que ça peut être lié au démarrage ou pas? C'est possible que selon les relations que vous avez déjà avec votre banquier, il peut vous accorder des facilités de paiement dès le début. Et sinon, il faut aller regarder tout ce qui est prêt d'honneur, subventions pour aider au démarrage. Et puis, bien sûr, tout ce qui est autour de vous aussi. En fait, d'ailleurs, on commence souvent par ça. Voilà, quel proche a envie de vous faire confiance et peut vous prêter ou investir complètement dans la structure. Et puis, il y a aussi la possibilité du crowdfunding, qui est quand même assez prisé et qui fonctionne assez bien. Après, tout dépend des montants dont on a besoin et du type de crowdfunding qu'on veut, mais maintenant, il y a quand même pas mal de solutions entre les dons avec contrepartie ou sans contrepartie, le prêt. Vous avez aussi alors, c'est pas ce WeFund, hein, j'ai un trou, Delphine, tu vas peut-être m'aider. We Do Good, qui, près le dossier, vous sélectionne et en fait, vous remboursez en pourcentage des ventes, c'est en royalties, avec pour le prêteur et pour vous un cap, donc un minimum et puis un maximum, parce qu'évidemment, le taux de royalties ne va pas. L'idée n'est pas de vous plomber non plus. Voilà, donc il y a plein de solutions de ce côté-là qui existent aussi. Donc, bon, voilà, traditionnellement, on va faire appel au love money, comme on dit, et tout ce qui est subvention, prêt qu'on peut obtenir facilement. Et comme nous sommes sur un incubateur plus social, enfin un incubateur qui a du sens, qui fait sens, c'est toujours aussi important de commencer à regarder ce qu'on propose, de définir un peu par rapport à son objet, par rapport à sa mission, les indicateurs qu'on peut proposer de suivre. C'est de plus en plus aussi publicité par les banques. Un projet à impact bien ficelé peut faire un coup de cœur à votre banquier et pour être, voilà, pour entrer dans des dispositifs comme Act for Impact ou auprès de la NEF qui vont privilégier ce type de projet. Et en fait, mesurer son impact, ça fait maintenant, je pense, j'espère qu'on va vers une convergence de ça, de mesurer sa performance financière, mais aussi de mesurer son impact. Parce que ça rend toute notre mission plus rationnelle. Mais voilà, il ne faut pas que ça soit une usine à gaz, hein, donc l'idée, c'est quand même de proposer des indicateurs qu'on est capable de suivre facilement. La quantité de CO2 qu'on peut faire économiser, des choses comme ça. Le nombre de bénéficiaires.
Voilà, donc en gros, il ne faut pas hésiter à construire plusieurs scénarios donc, un pessimiste, un scénario de base et un scénario optimiste, ou au moins 2 sur 3, on va dire, parce que c'est toujours bien enfin, voilà, ça fait partie de ces tests qu'on peut faire en version chiffre. Donc, voir si vraiment ça se passe mal, jusqu'où ça peut aller mal et est-ce qu'on aura besoin de faire. Puis au moment où on aura besoin de faire face à des événements qui vont faire que soit on est boosté beaucoup plus vite que ce qu'on avait prévu, soit on a une crise qui fait que on démarre beaucoup plus lentement, on peut un peu réfléchir, réagir un peu plus facilement si on y a réfléchi posément avant. Pour tout ce qui est prévision annuelle, donc comme je vous ai dit, c'est plutôt sur 3 ans minimum, 3 à 5 ans. Pour ce qui est du mensuel, en général, on essaie d'aller de 12 à 24 mois, 12-18. Donc, c'est le plan de trésorerie mensuel. Vous verrez que c'est sûrement plus facile de faire votre compte de résultat de la première année en le construisant mensuellement aussi, même première, deuxième année. Voilà, tout ça, en fait, plus on décortique et plus on va dans le détail, et plus ce sera réaliste, on va dire, et plus ça fait sens. Voilà, il faut aussi vérifier donc que vous avez bien structuré votre financement pour, en théorie, avoir toujours un solde de trésor positif. Et puis, évidemment, même si aujourd'hui on accepte plus de ne pas avoir une rentabilité ni immédiate, ni voilà, il y a des business type Facebook ou Google qui nous paient une rentabilité pendant des années. On a d'autres choses à vendre, on va dire. Si on atteint le point mort plus vite, ce sera le mieux aussi. Moi, j'ai une question. Comment ça se concrétise à atteindre le point mort? Je dirais que c'est atteindre un peu le volume d'activité qui permet de couvrir l'ensemble de ses charges. C'est le moment. Parce qu'en fait, moi, le point mort, je l'ai vu en nombre de jours. Donc, il faudrait que… On peut le voir en nombre de jours, mais en volume surtout. Donc, je ne sais pas sur la plateforme, comment tu penses tarifer, par exemple, l'accès à ta plateforme? C'est de la tarification ponctuelle ou à l'unité ou alors en abonnement. Oui, bah, du coup, le nombre d'abonnements. Le nombre d'abonnements ou le nombre le panier client, enfin le nombre de clients. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai un panier et j'ai des nombres de jours qui sortent. J'utilise le Business Plan Montpellier. Et en fait, il y a des nombres de jours, quoi. Et je ne sais pas à Oui, partir le de quel moment je… ne fait pas forcément tout ça, mais après, tu peux le recalculer toi. Par rapport à… Mais de toute façon, même dans tes hypothèses de chiffre d'affaires, dans les business plans, tu as bien dû faire une unité par un prix. Oui. Donc, en fait, c'est vraiment la quantité qui te permet d'atteindre ta rentabilité. À un moment, tu as un seuil qui fonctionne. Ok. Voilà, donc en résumé, commencez par déterminer votre seuil de rentabilité. Ensuite, évaluer la consommation, la génération de trésorerie par la croissance. Et ensuite, ça vous permet d'ajuster vos objectifs à court et moyen terme et calibrer votre structure de financement. Et puis avec ça, normalement, vous devriez obtenir tous les prêts et subventions dont vous avez besoin et puis les investissements éventuels. Ou alors vous rendre compte que vous arriverez à fonctionner tout seul très bien avec
5 000 € de capital. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ou est-ce qu'il y a des parties sur lesquelles vous voulez qu'on revienne parce qu'elles ne sont pas assez claires? Vous n'avez pas du tout de questions. Là, vous sortez, vous rentrez chez vous et vous allez pouvoir faire votre business plan. Oui, vous allez me lancer dessus, là. C'est parfait. Moi, j'ai une petite question qui va peut-être paraître un petit peu idiote. Donc, je prends l'exemple de mon activité. Là, j'ai lancé donc les ateliers avec des personnes dans le village où je suis. Aujourd'hui, je me rémunère pas pour l'instant, mais j'imagine que dans mon business plan, il faudrait que je le mette à un moment ou à un autre, ma rémunération à moi. Oui, c'est justement l'intérêt, c'est que ça te permet de voir à peu près à quel moment, si tu le rentres en dernier par exemple, ça te permet de voir un peu à quel moment tu vas pouvoir commencer à te rémunérer. Là, j'ai le sujet avec des entrepreneurs que j'accompagne, ils sont 4 associés. Et il y en a certains qui sont indépendants et qui aimeraient bien être à 100% sur le projet. Et justement, en construisant le plan de trésorerie, les prévisions mensuelles, ça va leur permettre de se dire, bon, bah voilà, à partir de, je sais pas, mars 2022, on va pouvoir payer au moins 2 associés sur les 4. Après, c'est du choix hein, de payer tout le monde en même temps ou pas. J'en ai d'autres aussi, voilà, ils s'étaient fixés novembre. Bon, là, ils sont en train de se rendre compte que ça va être un peu, un peu short, mais ça fixe des objectifs ou alors... Mais c'est bien pour justement faire ce type de simulation. Pour savoir à quel moment, par exemple dans tes ateliers, je ne sais pas, tu as envie de donner un gros coup de communication pour aller plus loin. Enfin, je ne sais pas si c'est un budget important pour toi, eh bien, tu peux aussi le positionner un peu comme ça en disant ah bah là, normalement, à tel moment, je devrais pouvoir y arriver. C'est important. Enfin, ou alors aller dans un autre village pour trouver d'autres cuisinières parce que ça explose et que ça ne suffit pas. Celles que tu as ne suffisent pas. Je pense que les frais de prospection. Oui, parce que là, quand je fais mes comptes et tout, c'est tout dans le vert, tout est top. Parce qu'on a dépensé, voilà, on a fait des choses avec 3 bouts avec vraiment peu de moyens. Mais la contrepartie, c'est que moi, je me rémunère à ça. Quoi. Mais, oui, voilà. C'est ça. Et au bout d'un moment, bah, ça ne sera plus possible. Enfin, même si voilà, avec pas grand-chose au Laos, quand même. Tout à fait. Très bien, merci. Il y a une autre question et sur le fait de... Est-ce que tu as des templates peut-être que tu peux transmettre qui sont gratuits sur Internet ou pas? Pour l'instant, il y a des outils qui existent. Donc, il y a Employé Business Plan que Martine utilise. Il y a Fisy, F-I-S-Y. C'est un peu les 2 outils gratuits qu'on peut utiliser. Et j'essaie d'en construire un. Mais voilà, il n'est pas encore prêt. Donc, ça sera peut-être d'ici un mois ou 2. Trop bien. On a hâte. Parce que c'est pas facile de faire à la fois du générique et en même temps s'adapter à chaque situation. Parce que, par définition, l'entrepreneur innove, donc il essaie de faire un peu différemment des autres. J'ai une autre question. Est-ce que vous avez des exemples de business plan réalisés en fait? Réalisé dans le sens où les personnes ont réussi à le... Ouais, plutôt, ouais. Ouais, ont réussi à atteindre leurs objectifs. Oui, alors c'est vrai qu'il y a un truc
qui peut aussi, c'est d'avoir son business plan un peu rêveur pour les investisseurs et puis avoir son business plan assez réaliste. Oui, oui, ça arrive quand même. Ouais, parce que, en fait, ce qui serait intéressant, c'est de voir les grandes masses, quoi, et voir qu'est-ce qui se passe, à quel moment, parce qu'on a très peu on a très peu d'éléments, en fait, sur les historiques des boîtes dans ce domaine. Il y a vraiment, il y a zéro info, quoi. C'est compliqué d'aller chercher Oui, bah, les ce infos. sont que Moi, des je infos connais quelqu'un qui confidentielles. connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui va me dire comment tel business plan a été constitué pour telle boîte, mais c'est dommage de ne pas avoir les retours enfin, les historiques, en fait, des business plans qui ont bien vécu, qui ont mal vécu. Oui, oui, mais c'est vrai que c'est pas Enfin, comme ça, des informations très confidentielles, en général, les gens ne veulent pas trop les partager. Ouais, enfin, il y a toujours un début, quoi. Au bout de 7 ans, c'est plus confidentiel, non? Je sais pas. Je sais pas. Au bout de 10 ans, c'est plus confidentiel. Non, mais après, C'est plus les mêmes contextes. on est sur la V150.